pour une socio-histoire donc des Antilles françaises. La socio-histoire est un courant historiographique plus particulièrement développé en France par les travaux de Gérard Noiriel, notamment à partir de 2006 avec son introduction à la socio-histoire, paru aux éditions La Découverte. Que nous dit-il alors sur la démarche socio-historique? Le socio-historien s'intéresse particulièrement à la genèse des phénomènes historiques avec cet objectif que je cite de l'auteur en question, mettre en lumière l'historicité du monde dans lequel nous vivons pour mieux comprendre, comme le disait à juste titre M. Boutin, comment le passé pèse sur le présent. Aussi, selon une démarche plus sociologique cette fois, le socio-historien doit avoir à cœur d'identifier au plus près que possible les individus dans leur action. J'entends par là les acteurs qui se retrouvent derrière des entités collectives telles que l'État, le patronat ou encore un parti politique, pour vous donner quelques exemples. À partir de cette optique, la socio-histoire interroge donc finement ces relations de pouvoir qui lient des individus pourtant distanciés les uns des autres par le temps et par l'espace. En effet, le socio-historien construit son objet d'étude, son objet d'analyse, en interrogeant la question du lien social, celle qui caractérise ces relations de pouvoir, justement, dans une société donnée. Ceci avec ce souci donc de remonter au plus loin dans leur genèse, ce faisant, avec des problématiques plus promptement articulées autour de la domination sociale, de la solidarité sociale et des catégorisations culturelles. Pour expliciter ce propos, je dirais que l'intérêt de ces problématiques socio-historiques se comprend davantage quand on sait par exemple que ces dernières constructions, ces dernières catégorisations culturelles sont en réalité effectivement de vraies constructions, de pures constructions. La définition des identités, des problèmes communs, la définition des normes imposées à toute une société relève bien souvent d'une minorité d'individus qui en détiennent en fait le privilège. Il convient donc de s'intéresser précisément et sociologiquement aux individus qui constituent ainsi certaines des données prépondérantes à l'analyse du chercheur. Au fond, il s'agit là d'un autre aspect déterminant dans cette démarche socio-historique. En effet, Gérard Noiriel le dit encore, il définit la socio-histoire comme une démarche scientifique s'appuyant au point de vue épistémologique sur l'étude de problèmes empiriques précis. Cela veut dire que le chercheur initié n'a pas pour objectif d'élaborer une théorie générale du monde social. Au contraire, il s'investit dans des cas d'études précis permettant d'apporter des éclairages analytiques, contextualisés et dont la somme sera capable de véritablement alimenter la connaissance générale que l'on a des sciences sociales, en sciences sociales, de nos sociétés contemporaines. C'est tout simplement sur ce point qu'intervient ma thèse, que je vais désormais vous présenter à travers son objet d'étude et sa problématique générale. Elle s'affirme au final comme une étude empirique du changement social qui se dessine dans les Antilles françaises après 1945, après la Seconde Guerre mondiale, selon donc cette démarche socio-historique qui nous permet effectivement d'appréhender un peu mieux certaines fondations du monde et de la société dans lesquelles nous vivons aujourd'hui.
Cette thèse s'intitule, comme nous l'avons déjà signalé, Décolonisation et changement social aux Antilles françaises, de l'assimilation à la départementalisation, socio-histoire d'une construction paradoxale, en prenant ce champ périodique qui va de 1946 à 1961. J'ai pris pour sujet la question de la transformation sociale des Antilles françaises après la Seconde Guerre mondiale, avec le début de la départementalisation. Il s'agit d'une thèse qui a été soutenue et suivie par Jean-Pierre Sainton, professeur à l'Université des Antilles. Ici, ma démarche se situe dans l'élaboration d'un objet d'étude capable à la fois d'articuler un concept historique, la décolonisation, un autre concept sociologique, le changement social. Car l'intérêt de cette étude a été de dépasser les débats idéologiques et les interprétations purement subjectives du bouleversement qui a amené progressivement le passage d'une société de plantation vers une société dite plus moderne, en phase avec les changements sociaux qui ont touché l'ensemble du monde après 1945, soit une société de consommation. Ainsi donc, analyser, comprendre, expliquer un changement social historique à la lumière de son contexte historique a été le premier objectif au plan épistémologique. Ma volonté était de sortir des sentiers battus, mobiliser l'histoire, mais aussi d'autres sciences sociales, c'est un point important, pour contribuer à présent à une analyse davantage sociologique du phénomène de décolonisation. Sur le plan historiographique, il s'agit d'élargir ce concept de décolonisation essentiellement circonscrit à une analyse historique politique et surtout consacré prioritairement aux espaces issus de la seconde vague de colonisation. Pourtant, l'intérêt d'une telle approche socio-historique, appliquée aux espaces coloniaux issus de la première vague de colonisation européenne, paraît bien manifeste, particulièrement en ce qui concerne les Antilles françaises, et pour cause. Début 2009, une mobilisation sociale d'envergure touche la Guadeloupe puis la Martinique, avec un retentissement sur le plan international. Les récriminations touchent en partie à la dénonciation de l'ancrage historique d'une situation sociale empreinte de chômage, de précarité, se caractérisant par une domination économique et sociale des Blancs créoles, issus de la colonisation française des Antilles et donc de cette première vague de colonisation européenne. Pour ne citer que l'analyse de l'anthropologue Jean-Luc Bognol, la cause première du mouvement se situe dans le maintien de blocages structurels déjà présents dans les années 1970 et surtout dans des frustrations directement héritées des vieilles inégalités de la société coloniale et de l'économie de plantation. Il est vrai que celles-ci sont bel et bien demeurées présentes malgré la transformation effective des sociétés antillaises, particulièrement observée par les anthropologues, économistes, politologues, au cours des années 1970 et 1980. De plus, dans son histoire générale des Antilles françaises au XXe siècle, dont je suis sûr que vous avez la connaissance, Jacques Dumont situe, à partir des années 1960, ce passage entre une société
encore régulé par le monde de la plantation, à, je le cite, l'univers de la consommation. Surtout, il nous précise que cela s'est produit en laissant manifestement aux habitants des Antilles un goût amer. Alors, partant des analyses de Bognol et de Dumont, nous avions déjà une première indication à propos d'une transformation historique assez rapide, radicale, opérée sans changement des structures sociales et économiques. Et cela appelait, à mon sens, de nouvelles interrogations pour les chercheurs. Cette transformation peut-elle véritablement s'apparenter à un changement social, sur le plan sociologique, mais surtout sur le plan historique? De quelle manière sa construction peut éclairer notre compréhension du présent et du malaise social persistant dans les Antilles françaises? En fait, ce qui s'est produit aux Antilles après la Seconde Guerre mondiale correspond bien, selon certains sociologues, à un changement social et plus précisément à un changement interne d'équilibre. En gros, une société donnée parvient rapidement à une nouvelle organisation sans que son système social lui-même ne soit modifié. Ce type de changement social se caractérise par le maintien de la hiérarchisation, de la stratification sociale, le maintien des rôles sociaux, des normes sociales sous-jacentes, et donc avec cette hiérarchisation des rôles sociaux, le maintien d'un contrôle social. Enfin, ce type de changement social ne peut être que le résultat d'une interaction. Une interaction qui se produit en amont entre différents facteurs, des conditions bien précises et bien évidemment des acteurs historiques bien ciblés. C'est en ce sens que ma thèse décortique à la loupe la période 1946-1961 en répondant à la problématique suivante. De quelle manière et selon quel processus la transformation recherchée conjointement dès 1946 par l'appareil d'État et les forces sociopolitiques antillaises se construit et parvient à l'émergence d'un changement social à partir des années 1960. C'est effectivement la réponse à cette problématique qui nous a donné notre cadre d'études, notre direction, et qui nous a permis d'affirmer qu'il s'agit bien d'une véritable période charnière sur les plans sociologiques, sociopolitiques, socio-économiques et même socio-culturels. C'est bien cette période, certes courte, mais riche en rebondissements, qui s'affirme comme le véritable moment de mutation permettant la construction d'une réalité antillaise qui prendra comme nom commun la départementalisation. Comme je l'ai affirmé dans la conclusion de cette étude, dans leur essence, à partir de 1961, l'économie et la société de plantation sont mortes et le changement social aux Antilles françaises est né. Il porte comme nom la départementalisation, avec au début des années 1960, une longue vie qui se dessine devant lui.
Maintenant, j'aimerais avec vous revenir sur un autre point épistémologique relatif à cette étude socio-historique. Il s'agit de ce qui reste le cœur du travail approfondi de l'historien. Il s'agit du choix des sources et de notre capacité à investir les archives pour y trouver ces fameux documents. Ces documents qui nous permettent d'approcher avec le plus de proximité possible les faits, les personnages déterminants, les dynamiques prégnantes. En gros, se rapprocher au plus près du passé en restant bien articulé sur les interrogations que je vous ai présentées supra. Il n'y a pas de miracle. Dans ma démarche de recherche, je suis simplement resté fidèle au principe premier de l'historien, qui est le croisement des sources et la recherche de sa plus grande diversité possible. Pour répondre à ma problématique, j'ai donc consulté en masse la documentation officielle française, celle des cabinets du pouvoir exécutif, au niveau des gouvernements, au niveau des ministères, mais il y a aussi la documentation des cabinets des préfectures qui était restée quasiment inexploitée par l'historiographie antillaise, du moins sans trop grande ampleur. Et pourtant, c'est cette documentation qui offre une pléthore de rapports mensuels et systématiques des préfets sur la situation politique, économique et sociale, des rapports sur des questions économiques et sociales particulières, traités directement avec les ministres. Vous avez des télégrammes nombreux. Enfin et surtout, vous avez de très nombreux rapports et enquêtes de terrain menés par les gendarmes et les services de renseignement généraux sur cette même situation économique et sociale, avec en point de mire, il faut le dire, la surveillance active de l'état d'esprit et des pratiques des principaux militants, les militants sociopolitiques, ainsi que la volonté de déterminer dans ces rapports, jour après jour, mois après mois, année après année, la réception de leurs idées engagées auprès de différents échelons de la population. De notre côté, celui des forces sociopolitiques locales et des différents courants d'opinion aux Antilles, j'ai épluché, après les avoir ciblés, la très grande quantité des articles publiés au sein des presses locales, de même que certains des essais des auteurs contemporains à notre période d'études. J'ai de plus associé toutes ces documentations écrites à des sources davantage sociologiques et anthropologiques, telles que des témoignages, donc de témoins encore vivants, c'est l'intérêt de l'histoire du temps présent et de l'histoire proche. Ces témoignages, pour la plupart, ont été effectués par moi-même, souvent en collaboration aussi avec les services d'archives. Ils ont aussi été associés à des sources anthropologiques telles que les chansons populaires, mais aussi, dans une moindre mesure, quelques proverbes. Cet éventail de sources a grandement contribué à l'originalité de mon étude et de mon discours. Il a répondu à cet objectif de suivre le processus interactif, historique, se trouvant à l'origine de la mutation sociale aux Antilles. Ces sources m'ont permis de déterminer, d'analyser toutes les nouvelles dynamiques de l'après-guerre.
Ces dynamiques, quelles sont-elles? Il s'agit du statut départemental, de l'idéologie de la décolonisation avec l'explosion des conflits sociaux, de la politique publique dite de développement économique et social, avec la planification dans les départements d'outre-mer. Il s'agit également de l'accroissement démographique, avec l'apparition d'une nouvelle génération sociologique. C'est précisément cette interaction, donc, entre ces dynamiques bien ciblées, qui est à l'origine de notre changement social, celui qui se caractérise, comme je vous l'ai présenté, par le maintien d'une structure sociale coloniale. Nous allons donc poursuivre la conférence en vous présentant quelques éclairages sur cette question historique. Pour cette conférence, j'ai choisi de vous présenter ces sources de manière très concrète, en vous signifiant clairement ce qu'elles ont apporté à la connaissance au regard de diverses questions historiques. Les sources administratives des ministères métropolitains, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Outre-mer, ministère de l'Agriculture, ministère des Affaires sociales, ainsi que celles des cabinets des préfectures que je vous ai déjà présentés, ont permis, par exemple, d'approcher la question historique du hiatus culturel résidant à l'administration des territoires coloniaux par le centre décisionnaire parisien. Cette question de la distance culturelle, elle avait déjà été abordée pour la période antérieure à 1946 par Serge Van Lamfouc dans son Histoire de l'assimilation aux Antilles et en Guyane. On savait donc que sous le statut colonial, l'idée de traiter différemment des populations blanches européennes ou proto-européennes par rapport aux gens dits de couleur, majoritairement d'ascendance africaine, était prégnante au sein des gouverneurs et des gouvernements. Cette distance culturelle, elle se comprend par l'héritage partagé d'une pensée raciste diffusée scientifiquement dans le monde à partir du XIXe siècle et que l'on retrouve chez de nombreux administrateurs. Ils considèrent notamment que tous les gens de couleur n'ont pas vocation à bénéficier des mêmes droits, ni des mêmes avancées sociales que celles que l'on reconnaît en métropole, car de par leur origine ethnique, ils n'en auraient pas besoin d'une part, et ils ne les mériteraient pas d'autre part. Cela, faute de leur paresse endémique. Selon ce point de vue, il s'agit bien d'un point de vue que je présente, ils seraient de toutes les façons incapables d'utiliser ces droits, ces avancées sociales, à bon escient, car insuffisamment éduqués aux normes et aux comportements socio-économiques attendus dans les sociétés coloniales dites modernes et civilisées, deux termes qu'il faut bien sûr concevoir avec des guillemets. Mais qu'en est-il dans les faits, dans le concret, en ce qui concerne cette période ouverte par la loi d'assimilation du 19 mars 1946 ? Il convenait effectivement de préciser de quelle manière
le principe de la distance culturelle a pu jouer un rôle déterminant dans la mise en forme progressive du changement social à travers la mise en place du statut départemental. Car d'autres historiens, les politologues également, les juristes, l'avaient déjà signifié. Du côté des forces sociopolitiques locales, dominées par le Parti communiste et la CGT, entre 1946 et 1961, le vote de la loi du 19 mars 1946 avait comme objectif très essentiel de soutenir le plus activement que possible une véritable avancée sociale au bonheur de l'ensemble des citoyens de ces vieilles colonies françaises. Aujourd'hui, je peux vous répondre que oui, le hiatus culturel constitue un des principaux paramètres dans la configuration du changement social. C'est notamment un des nœuds essentiels pour comprendre, à partir de la fin des années 1950, la diffusion d'une nouvelle culture politique qui devient à ce moment la culture départementale, partagée à la fois par une majorité d'acteurs sociaux aux Antilles et par les nouveaux gouvernements de la Ve République. Pourquoi j'emprunte le concept de configuration pour ce propos? C'est parce qu'il correspond, selon moi, à la manière dont on doit concevoir la départementalisation depuis la naissance des départements d'outre-mer en 1948. La départementalisation n'est pas un fait qui se limite au vote de la loi du 19 mars 1946. Elle n'est pas non plus une mise en place logique qui en découlerait de facto. La départementalisation, en ce qui concerne les 4 premiers départements d'outre-mer, elle apparaît depuis 1948 jusqu'à nos jours comme une confrontation mutante, mais permanente, entre deux visions de ce qu'on appelle communément le développement et le progrès social. D'un côté, une technocratie métropolitaine centralisée. De l'autre, des forces sociopolitiques locales qui s'expriment à travers des partis politiques, des syndicats, avec en toile de fond cette idée qu'il faut toujours se mobiliser massivement pour se faire entendre par l'État. C'est ainsi l'équilibre trouvé autour de cette confrontation vive qui a permis progressivement entre 1948 et 1960 l'émergence de la nouvelle culture politique départementale. Bien évidemment, cet équilibre, trouvé donc à partir des années 1960, non sans une forte opposition politique des forces indépendantistes, a permis à ces deux visions de se rapprocher. Mais les relents de cette confrontation sont assez constants. Je ne citerai ici que 2 exemples. Le traitement de la notion de catastrophe naturelle après le passage de Maria en septembre dernier, et surtout la vision technocratique de la majoration de traitement de 40% accordée aux fonctionnaires en 1957. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est régulièrement épinglée par la Cour des comptes. Ce fut le cas en 2015, ce fut encore le cas en 2017. Pourtant, cette avancée sociale des années 1950, elle reste encore aujourd'hui
indispensable pour le maintien de l'équilibre socio-économique qui a été trouvé à partir des années 1960, celui-là même que l'on retrouve au cœur de ces sociétés départementalisées. Tandis qu'à partir de 1946, ces deux groupements d'acteurs, l'État, l'appareil d'État d'un côté, les forces sociopolitiques antillaises d'un autre côté, tandis qu'ils convergent bien vers cette idée qu'il est nécessaire et légitime d'apporter aux habitants de ces territoires un véritable progrès social. Il s'agit du terme employé à l'époque, du terme que l'on retrouve dans la loi du 30 avril 1946, loi de développement économique et social. Dans sa pratique par les hauts fonctionnaires, cette croyance fait apparaître très rapidement de véritables divergences fondamentales. Dans son ouvrage « La décolonisation improbable », Jean-Pierre Sainton avait déjà mis en évidence l'apparition de ce qu'il désigne, je le cite, comme le renouveau psychologique qui frappe les populations antillaises au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ce renouveau se caractérise par un nouvel appétit social dont la prégnance est aussi forte chez les classes moyennes, aussi bien qu'au sein des classes populaires. Dans sa continuité, j'ai donc moi-même identifié que lorsque s'ouvre véritablement le cadre départemental avec les premières mesures gouvernementales en 1948, l'intensification de l'activisme syndical cégétiste en Guadeloupe comme en Martinique correspond à un objectif idéologique. Il s'agissait d'extraire la très grande partie de la population antillaise de la misère coloniale délétère qui la frappait alors, en lui permettant concrètement un bien meilleur pouvoir d'achat, en d'autres termes, l'accès à un univers de consommation dont elle était structurellement exclue. Ceci est largement perceptible à travers la proposition de loi soutenue par le député Aimé Césaire en 1946. Ça l'est davantage à travers les discours portés par les journaux communistes et cégétistes. Il s'agit de l'étincelle en Guadeloupe, avec Nicolas Ludger comme principal secrétaire général de l'UDCGT au cours de notre période d'études. De même, le journal Justice en Martinique, avec cette fois Victor Lamont comme principal secrétaire général de l'UDCGT. Le problème est que la distance culturelle partagée par de nombreux hauts fonctionnaires favorise chez eux l'interprétation de la question du progrès social et des problématiques liées aux luttes sociales par le prisme des représentations raciologiques et ethniques. Ainsi, dans un rapport en 1949 d'Henri Ferru, inspecteur général de l'agriculture envoyé en mission aux Antilles entre mars et juin, qu'il remet au gouvernement d'Henri Queuille, celui-ci présente sa perception de la main-d'œuvre antillaise. Voici ce qu'il fait remonter au gouvernement, je le cite. Il faut signaler l'absence d'esprit d'épargne de l'ouvrier antillais, son habitude ancestrale de vivre au jour le jour, qui tend à limiter le nombre de journées de travail à l'acquisition des sommes strictement nécessaires à la satisfaction de ses besoins immédiats. Aussi, toute augmentation abusive des salaires, jointe à la raréfaction des marchandises mises sur le marché,
contribue-t-elle autant à l'augmentation de l'absentéisme qu'à l'amélioration même du sort de l'ouvrier? Beaucoup d'employeurs accusent volontiers l'ouvrier antillais de paresse. Il est bien difficile à quelqu'un qui n'a pas passé que quelques semaines aux Antilles de discuter ce point. Certes, le rythme de travail aux Antilles est et doit être adapté au climat tropical, mais ne faut-il pas rechercher les causes de l'absentéisme, autant dans le manque d'esprit de prévoyance et d'épargne, dans l'habitude de vivre au jour le jour, que dans la paresse proprement dite? Aussi, la solution au problème n'est-elle pas dans la mise à disposition de l'ouvrier antillais d'un volume de salaire raisonnable en face de possibilités de satisfaire des besoins qu'il faut intensifier ou créer, notamment dans le domaine de l'habitat, du confort, des soins d'hygiène? Les sceptiques répondent que l'antillais satisfait, par priorité, sa passion du jeu et son goût pour l'alcool. Peut-être, mais nous estimons qu'il y a une tâche d'éducation à poursuivre, quelle qu'en soit la difficulté, à la fois sur le plan moral et sur le plan social. Fin de citation. Là où le bas blesse véritablement, c'est que c'est à partir de ce point de vue que ce même inspecteur discute ensuite la question de l'extension de la législation sociale métropolitaine au nouveau département. Il se prononce bien sûr contre cette extension et il suggère, dans le cas où le gouvernement irait dans un autre sens, que les nouvelles prestations sociales versées aux Antillais ne le soient qu'en nature et jamais en espèces. Ce faisant, Henri Ferry ne sait peut-être pas qu'il nous ramène près d'un siècle avant, dans un débat qui faisait cours avec la question de l'abolition de l'esclavage, afin de savoir s'il fallait imposer aux anciens esclaves un salaire en nature ou leur accorder une rémunération en espèces. En fait, ce rapport constitue, avec le rapport de la sénatrice Deveau, un des éléments de justification sur lesquels les premiers gouvernements de la Quatrième République vont s'appuyer pour entériner leur décision de ne pas étendre intégralement ni immédiatement la législation sociale métropolitaine, en venant confirmer la position exprimée par René Mayer dès 1948. Cet homme politique conservateur est en effet le ministre des Finances lorsque sont appliquées les premières mesures départementales. Mais cette année 1948, elle représente d'autant plus un moment clé que c'est également au cours de cette année-là que les ministres en place vont définir leur conception, leur position sur le processus d'assimilation de les nouveaux départements. En 1948, leur approche est réglée, elle est figée, elle est fixée. Je parle de la Quatrième République. Au cours des différents conseils des ministres depuis 1947, le principe d'une adaptation très prudente va effectivement se figer et ne sera plus remis en cause au sein du gouvernement avant l'arrivée d'André Trémaux en 1957, puis celle de la Cinquième République en 1958. Ceci étant, si le rapport de cet inspecteur général de l'agriculture pèse au sein de l'appareil d'État, c'est notamment parce que dans son argumentaire, celui-ci s'appuie abondamment sur la notion de besoin. Depuis la création en France de la sécurité sociale par l'ordonnance du 4 octobre 1945, cette notion de besoin, elle est progressivement liée à la notion d'assistance sociale au sein de la classe politique métropolitaine. Or, en ce qui concerne les Antillais, comme toutes les populations assimilables à une ascendance africaine,
on a vu que cette notion de besoin est biaisée par des stigmates raciologiques discriminants. Aussi, une allocation radiodiffusée du premier préfet de la Martinique, Pierre Trouillet, montre que dès la fin de cette année 1948, ce type de croyance partagée au sein de l'appareil d'État était déjà explicitement utilisé pour légitimer le sort réservé à une main-d'œuvre antillaise parce qu'on condamne à tort sa prétendue paresse. Tels sont les propos du préfet. Je cite. Le 5 novembre est intervenu un arrêté préfectoral pris sur les instructions du gouvernement pour apporter au salaire fixé par l'arrêté du 22 mars 1948 une augmentation de 27%. Il convenait que j'éclaire l'opinion sur les circonstances qui ont entouré cette décision. Ces chiffres peuvent ne pas satisfaire intégralement les revendications présentées depuis quelque temps. Mais cette hausse du salaire est acceptable par tous les éléments de l'économie. Elle doit permettre, pour un temps, d'assurer la subsistance de vos familles. Vous disposez, depuis le 5 novembre, de ressources meilleures et vous trouvez à les employer à la satisfaction de vous. Mais il est de mon devoir de vous mettre en garde contre un défaut qui menace l'économie de la Martinique et compromet sa réputation. Je pense à cet égard à certaines observations qui m'ont été faites lors de ma mission, quand je demandais, d'accord avec le préfet de la Guadeloupe, l'incorporation des Antilles dans les zones de salaire métropolitaines, solution avantageuse et pour vous et pour moi qui faisait disparaître les à-coups sociaux. Non seulement on m'a répondu que la moyenne des prix des denrées vendues en Martinique n'était pas en fait supérieure au prix métropolitain, mais même si cela l'avait été, une raison essentielle se serait opposée à la parité des salaires. La différence de rendement de la main-d'œuvre illustrée dans l'industrie sucrière par une diminution notable de la production. Et je me sens d'autant plus autorisé à vous le dire que j'ai essayé d'excuser les absentéismes et les carences par la sous-alimentation et par l'absence de produits susceptibles d'être achetés avec vos gains. Mais les conditions de travail et d'ordre ont changé et j'ai le ferme espoir que vous me permettrez de faire triompher le point de vue que j'exprimais face au scepticisme dont j'ai véritablement souffert. Fin de citation. Ces dernières paroles du préfet Trouillet ne doivent pas, cependant, être mal interprétées. Comme signalé plus haut, dans son objet d'étude, la socio-histoire donne toute sa place à l'individu qui se retrouve derrière une institution. En s'intéressant ainsi de près à des hauts fonctionnaires, au plus près de leur action, mais aussi de leur passé proche, il apparaît nettement que ce préfet est en réalité beaucoup plus réactionnaire que le préfet Gilbert Philipson en place en Guadeloupe. Car le préfet Trouillet, qui a notamment collaboré avec l'administration de Vichy, manifeste d'emblée, dès 1948, une véritable fermeture politique aux revendications de l'UDCGT. En revanche, celui de la Guadeloupe, qui a combattu durant la guerre au sein des forces françaises libres en Afrique, est donc imprégné du parfum de progrès social qui se dégage de la conférence de Brazzaville et de cette nouvelle politique coloniale que veut promouvoir le Comité français de libération nationale. Il a notamment occupé des fonctions administratives dans le ministère de l'économie nationale du gouvernement provisoire de la République française à partir de juillet 1944.
C'est pour cela que de prime abord, Gilbert Philipson reconnaît assez facilement le principe d'une légitimité des revendications sociales guadeloupéennes portant sur le niveau de vie de la masse. Il comprend que ces revendications s'intègrent plus largement dans le cadre de revendications sociales de type colonial qui émergent après-guerre et qui sont reconnues par le ministère de la France Outre-mer. Par conséquent, Gilbert Philipson va d'abord tenter de prendre en compte ces revendications pour la campagne sucrière 1948, même de les soutenir dans une certaine mesure, avant lui aussi de fermer la porte à partir de la campagne sucrière 1949. Par ailleurs, j'aimerais encore revenir sur le rôle et la position d'Henri Ferru pour vous aider à comprendre un peu mieux la construction d'un changement social paradoxal se caractérisant par le maintien de la position privilégiée de l'élite coloniale et le développement de malaise social perceptible chez les classes moyennes et encore plus sensiblement chez les classes populaires. Car au final, ce sont bien ces classes populaires qui sont restées finalement massivement en marge du nouvel équilibre socio-économique qui va se dessiner à partir de la fin des années 1960. Il est important de noter, selon moi, qu'en parallèle à sa perception peu favorable à des avancées sociales fortes pour la masse rurale antillaise, Henri Ferru développe des liens avec l'élite coloniale. Il n'hésite ainsi pas à s'appuyer sur la documentation des usines des grosses sociétés métropolitaines qui sévissent en Guadeloupe pour justifier la paresse et le manque de rendement des ouvriers guadeloupéens. Le problème, c'est que cette documentation, l'État est tout simplement incapable de la contrôler ni de la vérifier. En vérité, il est largement reconnu, que ce soit par Eugène Revers, par Guy Lasserre, par Christian Schnackenbo, qui viendra bientôt vous faire une présentation également, et aussi à travers mes sources, que la documentation des producteurs est très souvent orientée en leur faveur. Ils n'hésitent pas à produire des faux, tout en constituant un groupe d'intérêts qui exerce une pression constante pour infléchir les positions du gouvernement lorsqu'elles sont jugées trop favorables pour la classe laborieuse. La position d'Henri Ferru en 1949, de même que celle de Pierre Plénin, ministre de l'Agriculture en 1950, permettent ainsi de retracer très précisément et dans les faits le maintien d'une forte proximité entre le milieu décisionnaire parisien et l'élite coloniale des producteurs de sucre. Elle permet de comprendre la place de cette proximité dans l'émergence progressive de ce changement social. Elle permet de comprendre un peu plus concrètement, quoique partiellement, pourquoi la mutation sociale qui sera finalement impulsée par la mobilisation des UDCGT, des unions départementales CGT, des fonctionnaires, mais aussi de tous les élus antillais sans distinction de parti, autour d'une action collective de masse, ne parviendra pas pour autant à bouleverser les stratifications sociales. On retrouve d'ailleurs très bien ce jeu d'acteurs en ce qui concerne la question de l'extension intégrale de la législation sociale métropolitaine que l'on vient d'aborder. Depuis 1948, la sécurité sociale est particulièrement revendiquée par les militants communistes de la CGT qui attendent principalement le bénéfice pour tous les salariés, de l'assurance maladie et de l'assurance chômage. Seulement, sur le principe d'une application progressive et prudente, les gouvernements successifs de la 4e République ont uniquement étendu l'allocation pour les vieux travailleurs et les assurances liées aux accidents du travail
et maladies professionnelles. Sauf que la première assurance a été facilement contournée par les employeurs qui se sont toujours bien gardés de fournir aux vieux salariés des bulletins de salaire ou tout autre justificatif leur permettant de toucher ces prestations. En ce qui concerne la seconde assurance, elle est votée par le pouvoir législatif en août 1949, mais il faudra attendre plus de 2 ans pour que le gouvernement de René Plévin sorte son décret d'exécution en décembre 1951. Elle ne sera donc perceptible qu'à partir du 1er janvier 1952. C'est dans ce cadre-là qu'un mouvement sociopolitique anticolonial s'est organisé progressivement dans les 2 départements antillais à partir de 1950, sous l'impulsion des cadres du Parti communiste et des unions départementales CGT. En effet, en 1951, les militants communistes de la CGT parviennent à trouver la connexion qui était attendue du côté du cartel des fonctionnaires depuis une année. En fait, ce cartel des fonctionnaires, c'est un organisme intersyndical qui a été créé en Martinique pour rassembler les agents du secteur public très mécontents depuis 1948. C'est notamment cet organisme qui avait permis de lancer la première grève interdépartementale des fonctionnaires aux Antilles en Guyane en 1950. À partir de 1951, leur alliance avec les syndicats du secteur privé constitue un véritable tournant, tant les cadres syndicaux du secteur public sont désormais tout aussi déterminés à combattre les incidences de la distance culturelle dans la politique sociale de tous les gouvernements en place depuis 1948. Dans ce contexte bouillant, la question de l'extension intégrale du régime social revient sur le tapis à la suite d'une autre mobilisation. Il s'agit de la grande grève des fonctionnaires de 1953, qui constitue un des points culminants de la lutte sociale antillaise des années 1950. La revendication d'une application immédiate et complète de la sécurité sociale est relancée par les élus socialistes et communistes, avec notamment l'activisme militant du député guadeloupéen Rosan Girard. Le climat social de plus en plus chaud depuis 1950 étant parvenu à son paroxysme, cela permet enfin la discussion d'un projet de loi pour l'extension intégrale de la sécurité sociale dans les DOM. Ainsi, dans ce jeu interactif que je vous présente depuis maintenant un petit moment, ce jeu entre d'une part des forces sociopolitiques antillaises organisées pour tenter d'imposer leur point de vue, cette fois au pouvoir législatif, et d'autre part l'élite des producteurs de sucre antillais et réunionnais, ceux qui dominent complètement la vie économique de ces départements. Permettez-moi de vous présenter de quelle manière l'élite coloniale, appuyée sur son lobbying, a défendu ses intérêts. En juin 1954, le ministère de l'Agriculture reçoit le rapport établi par François Ripert, délégué général des syndicats de producteurs de sucre et de rhum de l'île de la Réunion. Il s'agit d'un rapport qu'il établit sur l'état de la législation sociale dans les DOM. En fait, ce rapport vient d'être présenté à la récente conférence plénière du comité d'études et de liaison du patronat de l'ensemble de l'Union française qui s'était tenue en mai 1954 à Casablanca. Nul ne doute que ce rapport circule dans la sphère ministérielle et auprès des sénateurs. Dans son argumentaire,
le délégué reconnaît théoriquement le principe d'une action de protection sociale dans les DOM, mais à condition qu'elle soit progressive. Il commence donc par mettre en avant l'argument traditionnellement partagé par eux et la haute fonction publique, celui donc du hiatus culturel. En second lieu, le patronat reconnaît la mauvaise situation sanitaire de ces départements et la vulnérabilité de la population rurale face aux maladies chroniques, face à la sous-alimentation, mais aussi l'alcoolisme. Cependant, dans la foulée, le rapport retient que cette population est extrêmement prolifique. Il joue sur l'accroissement démographique et sur une psychose qui se développe dans les bureaux parisiens depuis 1952. Enfin, le dernier argument qui a pour but d'expliquer pourquoi la protection sociale, le principe du moins d'une protection sociale ainsi reconnue, doit néanmoins rester une extension progressive. Ce dernier argument résulte quant à lui d'une vision raciste de l'humanité qui visiblement reste encore bien partagée au sein du patronat. Je cite: « La nature profonde de ses habitants est l'insouciance. Tandis que dans la métropole, la sécurité sociale a répondu aux besoins de sécurité, de garantie du lendemain qui animent la classe ouvrière, ce besoin de sécurité n'existe pas dans nos DOM, où l'on est habitué à vivre au jour le jour, où beaucoup ne travaillent qu'après épuisement de leurs ressources, et où l'on sait que même dans la pénurie, on ne sera jamais acculé à la famine et à la misère complète. Toutes ces considérations devaient conduire impérieusement à protéger, malgré eux, ces Français lointains qui, livrés à eux-mêmes, auraient été amenés progressivement à la dégénérescence physique et peut-être à la disparition. Une fois cette approche du problème présentée, le patronat des DOM expose ses objections directes et notamment la plus importante aux yeux des producteurs, l'argument économique. Je cite: « La dernière critique est plus sérieuse. Elle touche à l'économie des territoires et aux répercussions financières de l'introduction des lois sociales. Comment peut-on songer à payer des indemnités journalières de maladie, des prestations familiales en argent, des allocations de chômage à une population créole pour qui l'octroi de ces avantages constituera un revenu régulier et largement suffisant et une sorte de prime à l'oisiveté? Ne réglementera-t-on pas ainsi officiellement l'absentéisme, ce mal dont souffrent déjà toutes les entreprises des îles et qui compromet gravement la vie économique? De plus, ne va-t-on pas accabler l'économie des DOM par suite des nouvelles charges sociales? Cette préoccupation était d'autant plus grave que les services financiers métropolitains, effrayés des conséquences financières de la mise en vigueur de régimes de sécurité sociale qui, avec des prestations analogues à celles de la métropole, eût comporté pour chaque DOM un déficit annuel de 3 milliards, cette préoccupation est d'autant plus grave que l'on avait également songé à constituer dans les DOM des caisses autonomes alimentées exclusivement par les cotisations et la production locale, à l'exclusion de toute compensation avec la métropole. C'eût été là une autre cause de ruine de l'activité économique de ces départements. C'est avec ce rapport, c'est avec cet ensemble d'arguments qu'en pleine discussion du projet d'extension des assurances sociales dans les DOM, le grand patronat fait ressurgir tous les stéréotypes défavorables à la population rurale de ces départements. En 1954, il devient donc très compliqué pour les parlementaires d'inverser une tendance impulsée dès 1947 par le rouleau compresseur du grand patronat qui bénéficie de surcroît de nombreuses entrées dans les couloirs ministériels.
Ainsi, le 13 août 1954, le Parlement adopte pour ces départements un régime de sécurité sociale différent de celui de la métropole pour ne pas accabler les producteurs de sucre sur la base du projet de loi établi dès le mois de février. C'est pour cela que cette loi est tout de suite fustigée par les militants populistes et cégétistes qui dénoncent là un énième acte discriminant. Leur déception est d'autant plus grande que cette loi, qui est présentée comme une forte avancée sociale par la documentation officielle, n'admet toujours pas le bénéfice de l'assurance chômage pour les salariés des DOM. Or, les délégués syndicaux savent que la population ouvrière de l'industrie sucrière, qui constitue à ce moment la majorité donc de la population active, souffre chaque année d'un terrible chômage d'interrécolte entre la période souvent de juillet-août à janvier-février. Qui plus est, c'est fondamentalement sur ce chômage que s'appuient structurellement les producteurs de sucre pour tenter d'imposer à ces ouvriers, à chaque ouverture de campagne sucrière, les salaires les plus faibles que possible. C'est de cette manière qu'ils entendent profiter inlassablement de la véritable dépendance économique du bas peuple, qu'ils voudraient encore et encore, si ce n'est plus que jamais, voir corvéable à merci. En réalité, la loi du 13 août 1954, étendant le régime des assurances sociales aux 4 départements d'outre-mer, cette loi qui entre en application par le décret du 10 février 1955, elle scelle surtout au cours des années 1950 l'idée d'une application progressive et très adaptée de la législation sociale métropolitaine. En effet, c'est cette loi qui institue pour plusieurs décennies à venir une différence sur le plan de la législation sociale entre les habitants des départements d'outre-mer et ceux des départements métropolitains. Car il faudra attendre près d'une cinquantaine d'années, oui j'ai bien dit une cinquantaine d'années, c'est-à-dire au cours des années 1990, pour que les Antillais puissent véritablement bénéficier du principe de solidarité nationale, avec un alignement de leurs droits sociaux sur ceux des citoyens métropolitains, sans différence de fond. Je vais à présent conclure cette conférence en espérant qu'elle aura su vous éclairer quelque peu sur ce que peut apporter la démarche socio-historique à la compréhension de malaise social entier. Car il me semble que celui-ci, dont j'ai retracé maintenant la naissance au cours des années 1950, reste encore très présent et constitue un problème contemporain. En s'intéressant de très près à la genèse de ce malaise, à la manière dont il s'est construit très concrètement d'un point de vue historique, on comprend davantage pourquoi de nos jours, l'opinion générale antillaise partage manifestement les sentiments négatifs à propos de la question du développement économique et social dans ces territoires. Il y a cette impression récurrente que le changement social qui s'est produit après 1945 a été davantage subi par les Antillais et n'a pas été mené pour eux-mêmes. La socio-histoire permet ainsi de retrouver les racines du décalage existant entre les attentes des administrés et des populations antillaises avec certaines préoccupations qui prévalent en lieu. Je pense notamment au maintien au sommet de la hiérarchie socio-économique d'une élite coloniale post-esclavagiste que le pouvoir central exécutif pose comme indispensable au maintien d'un ordre économique censé être rassurant pour l'équilibre de ces territoires. Si je n'ai pu le faire au cours de cette conférence, on peut approcher de la même manière et très précisément le problème du coût de la vie dans ces départements, en comprenant pourquoi à partir de 1948,
Il est tout simplement devenu le premier enjeu du progrès social pour l'ensemble des forces sociopolitiques, ceci malgré leurs fortes divergences. Aussi, dans le prolongement de ces deux questions, celle du développement économique et social et celle du coût de la vie, on peut également approcher par la socio-histoire les fondements historiques, sociologiques, voire psychologiques, ayant présidé à l'émergence de la société de consommation en Guadeloupe. J'espère donc vous retrouver autour de nouvelles conférences, me permettant éventuellement d'approfondir ces dernières problématiques, en vous apportant autant que possible un nouvel éclairage sur ce bourbier dans lequel se trouvent les sociétés antillaises. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous remercier vivement pour votre attention et peut-être votre considération. Merci.